Merci d'être là. Donc, ma présentation d'aujourd'hui, la grande inversion, retour d'expérience sur l'implantation des niveaux de vol. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un problème qu'on avait chez Edify il y a quelques années, qui existe moins aujourd'hui, qui était des retards très fréquents et presque systématiques sur nos versions de logiciels. Je vais vous parler de l'opportunité qu'on a eue de s'améliorer, de faire un changement assez disruptif, puis de la solution qu'on a mise en place. Donc, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas ici. Je m'appelle Philippe Grégoire, je suis directeur du génie logiciel chez Edify. Je travaille chez Edify depuis 2014. J'ai gradué de l'Université Laval en 2003 en génie informatique. Puis, j'assiste à l'Agile Tour depuis 2014. Puis, c'est ma 10e année, évidemment, ici. Puis, je suis honoré d'être sur la scène pour vous présenter ma présentation. Comment ça se fait que je suis ici? On m'a appelé vendredi à 5h30 pour remplacer Alexandre Walsh de Nexap qui devait être là. J'étais censé être assis avec vous. Donc ça me ramène à mes belles années justement d'université où j'ai pris une salle au bureau. Ça, c'est moi lundi pour préparer la présentation qui n'existait pas encore en date de la semaine passée puis que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai eu l'aide de mes collègues sans lesquels je ne serais pas arrivé. Donc, Philippe Giguère, que vous allez rencontrer tantôt, Alex Haig, qui est en Angleterre, puis Hugo Lemieux, qui est assis ici. Chez Edify, qu'est-ce qu'on fait? Donc, notre mission, fournir des solutions CND avancées, inégalées grâce à notre expertise et notre leadership technologique. Qu'est-ce que le CND? Le contrôle non destructif. Ça veut dire qu'on inspecte des matériaux, des infrastructures, sans porter atteinte à leur intégrité, donc sans les briser, sans les détruire. C'est le non-destructif de l'histoire. Ça, c'est le genre de clients qu'on a. Donc, on a des clients dans l'aerospace, dans le oil and gas, dans l'énergie, principalement. Vous voyez un de nos produits ici à gauche sur la photo. Puis, c'est quoi les produits qu'on fait? Donc, comme je l'ai dit, ils servent à trouver des failles. On utilise des ultrasons et de l'électromagnétisme pour ne pas, justement, détruire le matériau qu'on inspecte. On a de la technologie avancée. Donc, comme vous voyez, c'est de l'industriel. C'est fait pour des... c'est pas des jeux qu'on fait, mais il demeure qu'on veut du bon UX. On veut que les solutions soient simples à utiliser. On a des déploiements manuels ou robotisés. Puis, ce qu'on fait, donc moi, en tant que directeur de l'équipe de génie logiciel, on fait du logiciel, mais qui s'intègre dans une solution. Donc, notre solution, elle inclut une boîte, du hardware, pour driver les sondes qui font l'acquisition de la donnée. On roule du logiciel soit sur la boîte de façon embarquée, soit sur un desktop à côté. Puis, on a des logiciels desktop pour faire de l'analyse de données, après ça, du reporting. Puis, dans notre suite de produits, on a aussi une app mobile pour aider à améliorer le workflow d'inspection. On a des fonctionnalités cloud pour de la transmission de données. Mais notre core business, c'est ça, c'est des instruments avec des logiciels. Comme vous voyez sur la photo, on a plusieurs lignes de produits aussi. Donc, Edify a grossi par acquisition. Donc, on a racheté des compagnies qui avaient des produits vieillissants. On a refait les produits. Donc, au fil des années, on a grossi notre offre de différentes technologies complémentaires. Puis, ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'on fait. On a des gens, on est principalement à Québec. On a des sites un peu partout dans le monde, mais le bureau chef est à Québec, puis c'est ici qu'on a le plus de notre équipe logicielle. On est quelques dizaines de développeurs logiciels. Comme je vous disais, on a une dizaine de lignes de produits, plus ou moins, un petit peu plus que ça. On a des chargés de produits qui travaillent avec la R&D pour définir qu'est-ce qu'on doit développer. Donc, encore une fois, les développeurs d'Edify ne sont pas des utilisateurs de nos produits. Donc, on a besoin de chargés de produits qui interagissent avec le client pour nous aider à comprendre les besoins et qu'est-ce qu'on doit développer. Donc, le problème, je vous invite à lire ce premier courriel ici, que je vais lire avec vous, en fait. Donc, version 5.0 pour août. Bonjour Lucas, nous devons malheureusement retarder encore la version d'un autre mois. Nous avons du mal à corriger le problème de calibration de process. Je crois que nous devrions en avoir pour un autre 2 semaines, mais pour nous donner un peu de buffer, ce serait plus prudent d'attendre un peu plus.
Désolé, je suis conscient des inconvénients, mais c'est à mon avis l'approche la plus raisonnable de la part de Hugo Bédard, chef d'équipe logicielle. En voici un autre. Donc, bonjour Émilie, retard version 2.3, version retardée, de la pression de la part de Frédéric. Et un autre, et un autre, et un autre, et un autre, et un autre. Courriel fictif. C'est mon ami Hugo ici qui a écrit ça. Je vous disais que j'ai eu de l'aide. Donc, mais c'est très, très représentatif de courriels que je voyais beaucoup passer il y a quelques années chez nous, puis que moi-même, j'ai dû écrire quelques fois. Donc, c'est ça le problème qu'on avait principal, malgré qu'on faisait des excellents produits. On a des gens compétents qui travaillaient là-dessus, qui travaillaient de la bonne façon, qui faisaient du travail de qualité, de la bonne volonté. On arrivait presque systématiquement à ce résultat-là. Quand on était chanceux, on était 2 semaines en retard. Quand on n'était pas chanceux, on était 2 mois en retard. Donc, ça sous-entend que c'était des cycles assez longs. Puis, qu'est-ce que ça fait? Bien, c'est mauvais pour le moral d'équipe. La personne qui a à écrire ce courriel-là, c'est pas quelque chose d'agréable. Surtout que, vous allez le voir, la personne qui devait écrire ça n'était pas en contrôle de tout ce qui menait à ça en bout de ligne. C'est encore pire quand on s'est fait donner des mauvaises cartes puis qu'on a à transmettre les messages négatifs comme ça. La personne qui reçoit ça, bien, probablement a à se retourner de bord puis à écrire ce même genre de courriel-là pour avertir d'autres personnes, réorganiser des plans. Donc, il y a une perte de confiance envers l'équipe logicielle. Si on assume que tout va tout le temps être en retard, bien, on commence à rajouter, à ne pas croire ce qu'on entend puis à rajouter plus de temps en arrière dans nos planifs. Fait qu'on se ralentit encore. Il y a potentiellement une perte de confiance envers la compagnie s'il faut qu'on se retourne, qu'on avertisse des clients de ce genre de retard-là. Puis il y a une grande inefficience parce que refaire les plans comme ça, puis quand tout était aligné pour une certaine date, tout refaire, bien, on perd beaucoup de temps avec ça. Il y a beaucoup de meetings, puis de emails, puis ainsi de suite. Puis pour en arriver à ce genre de planif très précise-là qu'on a fait il y a plusieurs mois, on a aussi eu de la grosse perte de temps de planification. On investit beaucoup de temps sur ces planifs-là, puis en bout de ligne, on arrive avec un résultat peu satisfaisant. Donc, pourquoi nous et pas d'autres? Donc, peut-être que je parle de tout ça, puis vous ne vous reconnaissez pas du tout dans ça. Peut-être que depuis que vous êtes sur le marché du travail, vous faites de la livraison en continu, puis tout ce qui est complété est livré en production. On va en prod plusieurs fois par jour. Puis là, vous m'écoutez, vous dites de quoi il parle, des versions de plusieurs mois en retard. Ben, je vous invite à rester. Vous allez voir comment nous, on en est arrivé là. Puis c'est pas qu'on a fait les choses d'une mauvaise manière, mais ça va vous donner une autre perspective de d'autres réalités. Puis si au contraire, vous vous reconnaissez dans ce que je dis, ben, vous allez voir comment nous, on est arrivé à s'améliorer puis à régler en bonne partie ces problèmes-là. Donc, pourquoi nous? Je vais aller cogner à la porte ici, de la cuisine. Donc, ce que mon collègue Philippe Giguère nous a amené ici, c'est le Floor Map X. Donc, cet instrument-là, on a mis ça au marché il y a quelques années. En passant, je me suis dit, on va mettre un petit peu de showmanship, là, vu que j'avais pas beaucoup de temps pour me préparer. Merci, Philippe. Donc, ce produit-là, on a mis ça au marché il y a quelques années. Puis, donc, comme vous le voyez, il y a plein de choses qui rentrent là-dedans. Il y a du génie mécanique, il y a de l'électrique, vous voyez qu'il y a un laser là-dessus, il y a du logiciel. Quand on fait un produit comme ça, bien, il faut designer PCB, il faut designer les pièces mécaniques, il faut machiner des affaires, il faut commander des affaires, il faut les sourcer, il faut faire de la certification, il faut préparer des lignes de montage, il faut trainer les gens qui vont monter tout ça. Il y a des commandes, il faut préparer nos achats, où on va acheter différentes pièces, puis ainsi de suite. Est-ce qu'on les fait machiner, est-ce qu'on les fait localement, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si je vous demandais, on part une compagnie, puis on fait un produit comme ça, puis je vous demandais quel process on prend. Si vous me dites, on va faire des sprints de 2 semaines, puis on va livrer des incréments utilisables à l'utilisateur à toutes les 2 semaines au jour 1, je pense que vous n'êtes pas sérieux.
pense pas que c'est une bonne idée. Donc, quel process on utilise pour faire ce genre de produit-là? Là, faites attention, trigger warning. C'est, vous l'avez bien vu, un process de type waterfall. Le process est très adapté et très moderne. À mon avis, on travaille de la bonne façon. On a des points de rencontre tôt. On fait de l'intégration de bonne heure. On teste de bonne heure. Donc, sur papier, ça demeure que c'est ça, mais dans les faits, quand on travaille, je trouve qu'on travaille de façon très moderne, mais il demeure que c'est un processus relativement waterfall. Ce produit-là aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une nouvelle génération de produits existants. Encore une fois, je vous parlais qu'on rachète des compagnies, on fait les produits. Il n'y a pas beaucoup de découvertes qu'on a à faire quand on fait un projet comme ça. On connaît déjà le marché, on sait ce qu'on veut faire. Donc, ce process-là, à mon avis, pour faire ça, est parfaitement approprié, puis il marche très bien, puis il nous permet de mettre des beaux produits au marché comme ça. Donc, ça, ce n'est pas le process exact qu'on utilise, mais c'est les grandes lignes, là. Donc, les petits losanges jaunes sont des gates. Ça sous-entend qu'il y a des gens qui signent ça, il y a de l'upper management qui signe, qui approuve pour qu'on passe à la prochaine étape, puis ainsi de suite. Donc, on fait un business case au début, ça coûte une fortune de développer ça, il faut qu'on fasse de l'argent, donc requis d'affaires, on fait des specs, on fait une planif ici pour savoir à peu près quand est-ce qu'on va pouvoir sortir tout ça. On a des gestionnaires de projets qui font le suivi, développement, validation, mise au marché. Donc, un processus relativement classique waterfall. Donc, oui, je suis à l'Agile Tour, puis j'ai dit que c'est le bon processus, faire du waterfall. Pour faire ça. Pas pour faire ça. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on met au marché une première version d'un produit comme ça? Bien, généralement, on a laissé plein de features sur la table qu'on aurait aimé avoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on a un paquet de features qu'on aimerait. On a un paquet de développeurs qui sont payés, qui sont assis là. Bien, vite, on va faire une version. On va faire un projet. Donc, on va prendre tout ce qu'on a laissé sur la table. On va faire un projet avec ça. Projet version 1.1. Donc, si je reviens ici, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? C'est qu'on a hâte de passer ici, là, parce qu'on n'aime pas ça travailler hors process trop longtemps. Fait que là, requis d'affaires, ben là, c'est assez simple. Là, les développeurs sont là, on a les features, on va écrire des requis d'affaires. Ensuite, ben là, on a hâte, spécification fonctionnelle, spécification technique, planification. Fait que là, on demande à des gens de mettre des heures sur un paquet de choses très, très peu définies, parce qu'on a hâte. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Il y a des cannes de verre là-dedans. Il y a des choses qui avaient l'air simples, on y a pensé un petit peu en happy path, puis quand vient le temps de mettre des chiffres, ben on met des chiffres. Puis quand on commence à le développer, il y a une couple d'affaires là-dedans qui explosent, qui sont beaucoup plus longues qu'on pensait. Comme vous voyez, il y a beaucoup de stock. Fait que ça, on a peut-être pour 6, 7, 8 mois d'ouvrage en partant. Il y a des choses qui explosent. Fait que là, on commence déjà à glisser. 6, 7, 8 mois, c'est long. Donc, on vient de mettre un produit au marché. Donc, ça se peut très bien qu'on commence à avoir du retour du marché de ce qu'on a sorti. Les chargés de produits veulent rajouter du stock. Puis là, ben, on essaye de dire oui, mais là, c'est dangereux pour la date. Il faudrait peut-être un change order, un change request. Faudrait peut-être. Donc là, on parlemente, on sous-estime encore des affaires, puis on dit ouais, mais ça se peut que ça soit dangereux pour la date. Tout le monde dit oui, 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 mais rendu à la ligne d'arrivée, c'est pas de ça qu'on se rappelle. On voit l'équipe logicielle est en retard. Donc, je vous dis qu'on a plusieurs produits. Bien, donc, prenez ça puis multipliez-le par plusieurs lignes de produits. Des fois, on a des experts aussi dans tout ça qui viennent être nécessaires sur deux projets en même temps. C'est très, très difficile à planifier ce genre de choses-là. Puis en plus, on décide qu'on veut sortir des versions aux 6 mois maintenant. On trouve que 7-8 mois, c'est long. On veut 6 mois, ce qui est encore long, mais on décide qu'on veut faire ça. Puis le problème avec le 6 mois, c'est que sur papier, ça a l'air de marcher, là. Ça a un certain sens, mais dans la réalité, ça ne tient pas. On a beaucoup de misère, puis on est très, très... C'est pas sustainable comme façon de travailler. Donc, la roue roule croche. Puis, je vous ramène tantôt à la personne qui a écrit le courriel pour dire qu'on est en retard. Bien là, vous comprenez pourquoi c'est pas beaucoup de sa faute à cette personne-là. Donc, la roue roule croche, puis quand la roue roule croche, mais qu'on avance quand même, c'est assez dur de dire aux gens OK, on arrête tout, là, on arrête tout, puis on enlève la roue, on change de vélo, ça ne marche pas. C'est dur à faire parce que le vélo avance. Fait que
On a plus tendance à faire de la bonne, à être plein de bonnes intentions. Puis, ouais, si on était meilleur pour définir, puis si on commençait à définir avant, puis si on était meilleur sur nos estimés, puis ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on n'a pas beaucoup de traction pour changer les choses quand la roue roule croche comme ça. Donc, ce qui aide, c'est d'avoir une opportunité. Donc, pour nous, l'opportunité a eu 3 étapes. Première étape, c'est, en fait, c'est quelque chose qui rempire encore les choses, c'est qu'on décide que, vu qu'on a plusieurs lignes de produits, on est très, très indépendant dans nos développements, puis on ne leverage pas beaucoup la force qu'on a d'avoir une plateforme commune en tous ces produits-là. Donc, on a du code architecturique, des morceaux communs. Ce n'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup à ce moment-là. Fait qu'on se dit, on va commencer à faire des développements qui bénéficient à tous les produits en même temps, donc dans le code commun. Puis donc, on va rejoindre plus de clients avec le même nombre de développements, avec le même effort. Donc là, déjà, c'était très, très peu planifiable, là, tout ce qu'on faisait. Là, si en plus de ça, il faut qu'on commence à essayer de planifier des mois d'avance comment on va rentrer des développements transverses dans tout ça, à mon avis, on tombait du côté complexe. C'était même plus compliqué, c'était rendu complexe. Puis la complexité, ça se planifie très, très mal. Ça s'observe, on observe, puis on fait des plans just in time, juste à temps, quand on a les bonnes informations. Donc, à mon avis, la roue allait tomber. Ça, c'est la première étape de notre transition. Deuxième étape, on a assisté à cette présentation-là en 2020 ici. Rethinking Agile de Klaus Leopold. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai acheté le livre qui est ici, qui est assez mince, comme vous le voyez. Les coins sont frisés, c'est beaucoup promené au bureau. Puis pourquoi ça m'a beaucoup rejoint, ça? Puis j'ai lu ça, j'ai dit, voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est notre solution. Donc, je trouvais que ça adressait beaucoup des problèmes qu'on avait déjà et que je voyais venir. Donc, on avait un manque de coordination entre toutes ces lignes de produits-là. Il nous manquait, on avait besoin d'une vision d'ensemble sur tout ce qu'on est en train de faire. C'est adapté à la complexité avec des décisions prises juste à temps. Puis surtout, c'est des principes, c'est pas un framework. Puis ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec ça. Vous allez voir tantôt, je ne veux pas tout expliquer le livre, là. Je vous invite à le lire, il est super intéressant. Mais ce que je trouvais particulièrement intéressant, c'est que c'est des principes, pas un framework. On n'est pas une très, très grosse équipe. On n'est pas des centaines. On est, comme je vous le disais, ça se compte en quelques dizaines. Donc, des frameworks très élaborés. Puis, on n'est pas une compagnie purement de logiciels non plus. Donc, ça ne me semblait pas le bon outil pour nous autres. Ça, c'est des principes fondamentaux. Il n'y a rien qui est là-dedans que vous n'avez jamais vu ailleurs. Mais c'est bien amené, puis je trouvais que c'était approprié pour nous. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, voilà, ça me donne des idées. On s'est inspiré d'eux pour ce qu'on voulait mettre en place. Puis la troisième étape, la porte ouverte elle-même, rapatriement du travail à Québec. Donc, à un certain moment, on a décidé qu'on voulait rapatrier du travail qui était sur un autre site au bureau de Québec. Puis c'était du gros travail. C'était surtout pour la production. On voulait ramener de la production de certains instruments. Puis on savait que c'était un gros défi, puis on savait qu'il fallait prendre un step back, puis il fallait être ouvert d'esprit sur les façons de faire. Donc, autant d'un point de vue physiquement, les locaux devaient être réorganisés pour la production, que d'un point de vue les façons de faire puis comment on travaille. Pas spécifiquement du côté logiciel, même si de notre côté, il fallait qu'on récupère un logiciel de plus, mais la porte était ouverte, tout le monde était dans un mindset de changement, donc on s'est dit, c'est le bon moment de faire ça. Fait que j'en ai parlé avec mon boss qui a lui-même lu le livre. Il comprenait ce qu'on voulait faire. Il aimait ça. On a mis quelque chose en place. Mon collègue Philippe, il est retourné se cacher dans la cuisine encore. Ah, il est là. M'a beaucoup aidé aussi à mettre en place les process. Puis, ben, on est allé de l'avant avec ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, la solution que j'ai surnommée la grande inversion. Premièrement, dans mon sous-titre, je parle de niveau de vol. Donc, que sont les niveaux de vol? En anglais, les flight levels. Concept très de base, mais concrètement, l'image, c'est que quand un avion vole bas, il voit beaucoup de détails, mais il n'y a pas une grande vision globale. Puis si on a plein de ces petits avions-là, si on met un autre avion plus haut, ben lui, il voit les avions sont où, il y a une vision plus globale de ce qui se passe, puis il voit moins de détails.
C'est aussi simple que ça. Puis dans le concret, ça veut dire quoi? Bien, les petits avions, c'est le niveau de vol 1. Donc, c'est les équipes qui font le travail de développement. Puis, le gros avion par-dessus, c'est celui qu'on a rajouté, le niveau de vol 2. Ça peut aller plus haut. Pour l'instant, nous, ce dont on avait besoin, c'était de rajouter un niveau de vol 2. Puis, notre niveau de vol 2, c'est tout simplement un tableau. Encore une fois, il n'y a personne qui tombe en bas de sa chaise. C'est un screenshot de notre vrai tableau niveau 2 au bureau. Il y en a qui doivent le reconnaître. J'ai remplacé les noms d'initiatives pour ne pas donner de secret. Donc là, faites pas le saut. Là, ceux des DeFi, là, on ne s'enligne pas sur un... Bon, il n'y a rien de si farfelu. L'intégration blockchain, pas moins sûr. Là. Mais donc, c'est des initiatives fictives. C'est un screenshot. Le tableau est plus haut que ça. Il n'est pas plus large. Ça, c'est une vraie slice. Il va plus haut puis il va plus bas. Donc, il y a plus de stock que ça. Les couleurs sont des produits. Puis normalement, il est écrit ici aussi, mais je n'ai pas eu le temps de m'occuper de ça. Là, mais donc, les couleurs sont des produits. Donc, c'est un tableau multiproduit. Donc, de la visualisation, tout ce qui est en cours en logiciel chez DeFi est sur ce tableau-là. Puis, il n'y a rien sur quoi on travaille qui n'est pas dessus. Donc, ça donne une vision d'ensemble globale de tout ce qui se fait en logiciel chez DeFi. Ça illustre notre workflow de travail. Donc, en définition, prêt pour le développement, en développement, prêt à sortir, mesure du succès. Les priorités sont de haut en bas. On fait un suivi hebdomadaire. Puis ce que je vous dis là, par exemple, le suivi hebdomadaire de coordination, suivi mensuel, ce n'est pas dans le livre, ce n'est pas un framework, c'est nous, on trouvait que c'était notre bon rythme, puis c'était approprié pour nous autres. Donc, de façon hebdomadaire, on a un meeting avec les représentants du niveau 1 pour nous donner des statuts sur qu'est-ce qui se passe avec nos développements en cours. Puis mensuellement, on fait un meeting avec les parties prenantes qui sont les chargés de produits généralement, pour leur donner une idée d'où on est rendu, puis faire un triage dont je vais vous parler tantôt. Donc, en développement, qu'est-ce qui se passe en développement? Un principe qui revient beaucoup dans le Rethinking Agile, Stop Starting, Start Finishing. Donc, concrètement, comment on l'applique? Quand quelqu'un termine quelque chose, un développeur finit de travailler sur quelque chose, on ne regarde pas tout de suite à gauche pour prendre quelque chose d'autre. On le prend, on le met au-dessus de la colonne en développement, on le lâche, puis on regarde si quelqu'un l'attrape au passage. Autrement dit, puis plus c'est haut, plus c'est prioritaire. Donc, on met le plus de monde qu'on est capable de mettre en haut. Puis après ça, quand il ne reste plus de monde en bas, ben, on ne prend plus de stock, on n'a plus de monde. Puis quand quelqu'un a terminé quelque chose, ben, on veut qu'il aide les autres à aller plus vite. Si on n'est pas capable de faire ça, après, on regarde à gauche pour prendre du nouveau stock. Puisque c'est multiproduit, ça implique que les gens qui étaient avant plus spécialisés sur des produits spécifiques sont maintenant plus généralistes. Plus et moins, pas uniquement. On tend plus vers ça. Il y a encore des experts. C'est correct. Il y a encore des gens qui aiment mieux faire certaines choses. Il y en a qui sont meilleurs dans d'autres choses. Puis, vous l'avez entendu, j'ai dit tirer. J'ai fait exprès, c'est un flux tiré. On prend des choses quand on est prêt. Donc, c'est très lean comme concept. Encore une fois, très standard. Bien, très standard. On ne réinvente pas la roue. Puis, tu sais, après ça, quand je prends l'image de quelqu'un fini, on le drop en haut. C'est moins réactif que ça. Donc, à nos meetings hebdomadaires, on fait un suivi pour faire une planification juste à temps. Fait que, on regarde qu'est-ce qui se passe avec la bibliothèque des normes. On pense avoir fini dans 2-3 semaines. Parfait, qui est là-dessus? OK, un tel, une telle. On regarde la colonne à côté. On a ça, ça, ça. Ouais, ça serait peut-être une bonne idée de les mettre là-dessus après parce que, chose et d'autres, lui, il est expert là-dedans, et ainsi de suite. Donc, on fait encore de la planification, mais juste à temps. On a toutes les infos, on observe, c'est complexe, on observe, on réagit, on fait des planifications sur le tard, puis on tient nos planifs. Concrètement, c'est un peu ça. Si je vais dans la colonne de gauche, prêt pour développement, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on a une spec complètement aboutie avec des mock-ups, avec des given when then à pu finir, puis qu'on donne ça aux devs, puis qu'on lui demande de coder ça. Rarement. Ben, jamais, en fait. Là. Mais généralement, ça veut dire que l'équipe comprend ce qu'on veut accomplir, on a réponse aux questions, puis on est à l'aise à se lancer puis s'engager. Donc, si je reviens avec
le début, comment ça marchait, bien, on demandait à l'équipe de développement de s'engager sur des choses sur lesquelles il n'y avait pas toutes les informations. Maintenant, on ne fait plus ça. Donc, quand l'équipe dit oui, c'est prêt pour le développement, c'est qu'on considère que de façon, on est à l'aise avec le dossier. Puis si on nous demande de mettre du temps dessus, on va être capable de le faire. Si j'ai un prêt pour le développement, ça sous-entend que j'ai en définition un certain moment. La responsabilité de la définition appartient au chargé de produit. On travaille de façon collaborative. On a des product owners aussi qui nous aident à tout faire ça, mais la responsabilité de définir appartient au chargé de produit. Encore une fois, inversion très importante, parce que maintenant, si quelque chose reste pris, là, le module de diagnostic prédictif ne se définit pas, on peut poser la question à notre ami Keith ici, puis demander qu'est-ce qui se passe avec ça, Keith. Puis là, Keith, il nous dit, ben là, moi, c'est parce que je suis sur un site client, ça fait 3 semaines, puis là, j'ai pas le temps de faire ça, puis ben parfait, on n'accuse personne. On fait quoi? Est-ce qu'on le délègue à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on l'enlève? C'est quoi qu'on fait? Encore une fois, cette pression, avant ça c'était quelque chose qui s'accumulait pour résulter en le courriel qu'on devait écrire pour dire qu'on était en retard. Là, c'est plus ça. On met la bonne pression à la bonne place, ces bonnes personnes qui ont le pouvoir d'agir sur leur bout du workflow. Donc, toutes les idées qui existent dans la compagnie ne sont pas sur ce tableau-là en même temps. Non, en fait, avant ça, j'ai un autre petit point ici. On a une limite de travail en cours, très important, donc en point. Puis, on ne veut pas plus que quelques mois de travail à la fois dans le pipeline pour rester réactif. Fait qu'on on va donner un exemple. Disons qu'on fait 20 points par mois. On ne veut pas plus que 100 points dans ces 2 colonnes-là parce qu'on veut être réactif et on ne veut pas que ça s'accumule. Donc, c'est ça. Vous en doutez, ce n'est pas toutes les idées de tout le monde de la compagnie qui est sur le tableau en même temps. Donc, il y a un triage pour prendre des affaires à gauche. Le triage, concrètement, ce qu'on fait, c'est une fois par mois. Quand il y a de la place qui se libère, fait qu'on a pris 34 points, on l'a mis en développement, il vient de se libérer 34 points dans les 2 colonnes de gauche. On demande aux chargés de produits de nous demander qu'est-ce qu'ils ont en tête, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. Puis, on a un petit algorithme pour trier les choses. Donc, valeur d'affaires divisée par effort. Les 2 chiffres n'ont pas d'unité. On a un petit algorithme pour la valeur d'affaires qui est très simple et qui doit être très simple parce que si c'est compliqué, ça ne colle pas. Donc, on a 3 petits drop-downs qui nous permettent d'attribuer une valeur d'affaires. 1, 2, par exemple, je vous parlais tantôt qu'on voulait maximiser notre valeur en faisant des développements transverses. Si on développe quelque chose qui bénéficie à 5 produits en même temps, c'est x5. Puis aussi, avec cette équation-là, vous l'aurez compris, il y a des choses, des fois, qui n'ont pas... C'est pas la grosse affaire shiny la plus impressionnante. C'est quelque chose qui est relativement modeste, mais qui coûte très, très peu cher. Mais ces choses-là, ils se ramassent sur le top de la pile puis sont fast-trackés. Donc, c'est de l'efficience, c'est du travailler plus intelligemment, pas plus fort. Puis, c'est en avoir plus pour son argent, pour tout le monde, pour la compagnie et pour le client. Donc, est-ce qu'on a encore des fois des demandes de chargés de produits qui arrivent en urgence? Bonjour Hugo, il faudrait implémenter de façon urgente la feature de génération de NFT des plus belles indications de rapport client avec, si possible, un push automatisé sur les blockchains. Les détails sont à ficeler, mais ça devrait bien aller. Pourrait-on essayer de mettre ça dans la prochaine version? Merci, Lucas. On a encore des affaires comme ça. On ne parle pas d'NFT, évidemment, c'est des demandes raisonnables qui ont de vraies features qui ont de l'allure, mais on a beaucoup d'affaires, ça arrive encore. Mais notre réponse est très, très différente à avant. Donc, quand on a ça, on dit « OK, parfait, peux-tu nous expliquer en quoi ça consiste? » On va te poser des questions. Puis après ça, les mêmes gens, les représentants du niveau 1 qui mettent des efforts en point là-dessus vont dire ça ressemble à quoi comme effort. On va dire encore une fois, c'est 34 à peu près. Bien, premièrement, c'est si on a eu le meeting pour se le faire expliquer, parce que des fois, on ne se rend pas là. Mais si on l'a, OK, parfait, c'est 34. Puis on se dit, OK, enlève 34 points là-dedans. Dis-moi quoi? Dis-moi où tu veux le mettre. Reviens-moi. Puis parle avec les autres chargés de produits qui ont aussi des affaires dans le pipeline. Entends-toi avec eux autres. Enlève ce que tu veux qu'on enlève, puis on va le mettre où tu veux qu'on le mette. Pas de problème.
Donc là, on vient de beaucoup inverser, encore une fois, la pression. Ce n'est pas nécessairement une pression, mais on a inversé, on a sorti un miroir, puis on a dit, nous autres, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Toi, tu as du pouvoir, règle-nous ça, dis-nous-le, puis on va faire les affaires dans le bon ordre. Ça enlève beaucoup de pression, de mauvaise pression à l'équipe. Puis des fois, ben, ça arrive pour vrai. Des fois, c'était effectivement urgent, c'était effectivement important. Puis on lui dit, enlève telle affaire, enlève ça. Puis là, on dit, OK, on le met dans la colonne en définition. Ça se définit vite parce que ça presse pour vrai. Puis on le met sur le top de la pile, pas de problème. Puis aussi, ça nous incite à ne pas prendre des trop grosses bouchées parce qu'on ne veut pas mettre des choses sur pause qu'on a commencé, fait qu'on ne veut pas prendre des trop grosses bouchées. Donc ça, c'est pour le côté gauche de notre tableau. Maintenant, prêt à sortir. Ça veut dire quoi, prêt à sortir? Donc, prêt à sortir, ça ne veut pas simplement dire, ben, on le sort, qu'est-ce qu'on attend? Non, pas encore chez nous, parce qu'on a un coût à faire des versions. Puis là, vous remarquerez que c'est la première fois que je parle de version depuis que je parle de mon tableau. C'est plus central à ce qu'on fait. C'est un vecteur de livraison. C'est plus le focus de ce qu'on fait. Mais ça a encore un coût. On a beaucoup diminué le coût de faire des releases. Fait qu'on a une bonne chaîne de CI qui nous produit toutes nos versions automatiquement. Côté client, on a baissé le coût aussi de se mettre à jour. Avant, c'était downloader une version sur une clé USB, faire le tour de ses boîtes. Maintenant, il y a un pop-up qui demande s'il veut se mettre à jour. Mais ce n'est pas encore un non-événement de faire une release. Il y a de la coordination avec la prod. On a, comme vous voyez, je reviens encore avec mon instrument ici. Quand on sort quelque chose comme ça, on ne peut pas automatiser 100% des tests. Fait qu'on a des QA manuels chez Edify qui doivent prendre le temps de tester ça dans le monde physique. Puis on va toujours avoir des QA manuels, ça fait partie de ce qu'on est, puis ce dont on a besoin, puis ils font du très bon travail. Donc, il y a encore un coût à releaser, fait qu'on ne peut pas juste faire tout le temps pousser tout ce qu'on a fini. Je vous parlais tantôt de l'app mobile, ben, c'est beaucoup moins vrai pour ça, parce que l'app mobile, le coût de release est beaucoup plus faible. Mais pour ce qui est de notre core business, le coût de release, il est encore relativement élevé comparé à d'autres domaines. Mais on réduit de plus en plus notre coût. Puis généralement, ce qu'on fait, c'est que si on voit que dans le pipeline, il y a d'autres choses qui s'en viennent pour le même produit, on ne fait pas exprès. Des fois, on l'attend un petit peu, puis on va attendre que ça finisse. Si on voit qu'il n'y a rien d'autre qui s'en vient, puis là, on a fini, ben, on va pousser pour faire une release le plus possible. Fait que, encore une fois, OK. Puis, donc, puisque releaser, ça a un coût, ça demande une planification. On fait une planification de release, mais juste à temps. Fait qu'une couple de semaines avant, on dit, OK, là, on va faire une release. Partons notre planif, on vise telle date, il va falloir prendre telle action, puis on tient nos dates parce qu'on a toutes les informations nécessaires pour se commettre à quelque chose, pour s'engager, ce qui est différent de notre passé. Puis aussi, je rajouterais que les gens n'avaient pas de toute façon besoin de savoir 8 mois d'avance que ça va sortir telle date exactement dans 8 mois. Ça n'a jamais été un vrai besoin. Les gens ont besoin de le savoir une couple de semaines d'avance, donc du juste à temps ici encore. Mesure du succès, dernière colonne. On garde les choses qui sont finies, là, un petit bout, pour voir est-ce que ça a fonctionné, est-ce que les gens s'en servent. Surtout quand on parle de features plus exploratoires un petit peu, puis sur lesquelles on veut venir en rajouter. Donc, si on a quelqu'un ici pour ce produit-là qui vient nous redemander une feature par-dessus sa carte de chaleur, on lui demande, OK, mais la carte de chaleur, les gens s'en servent-tu? Puis ça incite un... Des fois, la réponse, c'est non, mais on n'est pas obligé. On peut se tromper des fois, puis on peut essayer des choses. Mais il faut au moins se poser cette question-là. Il y a des choses qu'on traverse, c'est juste évident, il faut être raisonnable. Mais il y a des choses que ça vaut la peine. Fait qu'au moment du triage, ben, on utilise ça des fois pour reposer la question. Avant de prendre ça, on peut-tu regarder si ça a eu quel effet? Puis ça nous permet d'avoir des meilleurs fits sur nos solutions, puis d'investir aux bonnes places. Puis les projets. Est-ce que les projets existent encore? Évidemment, on fait encore ce genre de projets-là. Les projets sont sur le tableau comme tout le reste. Si le projet est prioritaire, on lui donne une lane en haut. Puis il respecte les mêmes règles que tout le reste. Donc, si le projet est prioritaire, ben, on le staff en premier, puis ainsi de suite. Puis après ça, on tire quand on a du bandwidth. Fait que les mêmes règles s'appliquent. La différence, c'est qu'on ne fait pas de triage. Fait que, le triage est plusieurs chargés de produits qui veulent des choses. Là, on a un projet, donc on prend des choses dans le projet, puis on les amène, puis on avance dessus. Il y a des chargés de projet, donc ça s'intègre dans un projet multidisciplinaire, mais on a quand même cette approche-là, puis c'est visualisé dans notre tableau aussi.
Puis on n'utilise pas ça pour faire juste de l'évolution normale de produits logiciels. Il n'y a pas une lane. Là, on est vraiment dans le triage, puis on prend des choses dans le backlog. Donc, en résumé, on avait un problème de retard presque systématique sur les livraisons d'évolution logicielle. Perte de confiance, mauvais pour le moral, inefficience. La cause principale n'était pas les gens, mais nos processus qui mettaient une emphase sur la version, puis la version comme projet. Fondamentalement, à mon avis, c'était le plus gros problème qu'on avait. L'opportunité qu'on a eue, c'est une grande ouverture face au changement de la part de la compagnie pour affronter un défi exceptionnel. Puis la solution qu'on a mis en place, l'implantation du niveau de vol numéro 2 avec les principes de Rethinking Agile. Le niveau de vol numéro 1 a toujours existé. On a rajouté le numéro 2. Donc, ce que j'ai surnommé la grande inversion, avant, emphase sur la version qui était un projet. Maintenant, emphase sur le contenu. La version est un vecteur de livraison de contenu seulement. Avant, on poussait du travail. Maintenant, on a un flux tiré. Avant, on faisait la promotion des gros lots, des gros batch size. On voulait beaucoup de choses en même temps pour justifier le projet. Maintenant, on fait la promotion de petits lots pour être capable d'être réactif. Avant, les grosses choses coûteuses prenaient beaucoup de place. Maintenant, on livre plus de valeur avec des plus petits développements des fois qu'on n'aurait pas laissé passer avant dans l'ancien process. Avant, on était plus spécialisé. Maintenant, on tend plus vers être des généralistes. Avant, les gens avaient une responsabilité sans le pouvoir d'agir pour avoir des bons outcomes. Maintenant, les gens qui sont responsables d'un bout de la chaîne ont le pouvoir d'agir sur ce bout de la chaîne-là, puis ont tout ce dont ils ont besoin pour arriver à des bons résultats. Donc, on s'engage plus tard, mais on respecte nos engagements. On a une pression plus saine. On a plus de rétroaction sur le fit de nos solutions. Les bonnes choses sont livrées plus vite, de la bonne façon. La compagnie est plus contente. Les employés sont plus contents. Et les clients sont plus contents. Merci. Comme vous le voyez, c'est un sujet dont j'aime parler. Vous pouvez me rejoindre si ça vous intéresse. Et on a une période de questions. J'ai mes collègues ici qui vont pouvoir m'en poser des fausses. On n'en a pas préparé, mais si vous en avez des vrais, je suis intéressé de les entendre. Oui? Oui. Mm-hmm. Ce qui est le fun avec cette approche-là, c'est que ça met la lumière sur les endroits où ça bloque. Fait que, je parlais tantôt, je donnais l'exemple de Keith qui ne définissait pas son affaire. Je vais donner l'exemple d'Olivier qui est là, qui est un excellent product owner, qui fait de la définition de la façon qu'on aimerait que ça se fasse, puis on n'a pas assez de ça. Puis là, maintenant, on se rend compte que les affaires bloquent un petit peu, là. Fait que là, justement, ça permet de poser la question, c'est OK, on fait quoi là? Parce que là, on n'arrive pas. On prend des décisions. On commence à regarder dans l'équipe, y en a-tu d'autres qui ont ce skill set-là? On commence à les trainer, à les monter en compétences. Il y a des chargés de produits qui sont très, très ventes, puis qui ne sont pas beaucoup terrain, puis qui ne sont pas très, très impliqués. Il y en a d'autres qui le sont plus. Fait que c'est un peu du cas par cas, mais ça, ce que ça permet de montrer, c'est que ça ne dit pas la réponse. Ça dit, il y a un problème là, trouver une façon, mais il y a un problème. T'sais. Fait que c'est un petit peu ça, mais généralement, on essaye de regarder à l'interne qui semble avoir du talent dans ça. Puis c'est long, c'est quand même pas facile, c'est long à trainer. Puis il y a tout le temps un 8. Tu sais, quand tu rentres quelqu'un pour aider l'autre, celui qui doit le trainer, il ralentit un petit bout de temps. Mais ça met les choses en lumière, là. Mais oui, effectivement, c'est définir les choses, c'est pas facile. Il n'y a pas de cours pour ça, tant que ça. Une fois, j'ai pris une formation sur Scrum Product Owner pour le monde, pour les gens au bureau. Puis j'espérais que ça soit à propos de comment bien définir. Puis c'était très, très comment appliquer le Scrum, là. Mais ça a beaucoup de valeur bien définir les choses, puis ça n'a pas beaucoup de visibilité. Puis on sous-estime le temps que ça prend, puis à quel point c'est pas facile. Fait que, Merci beaucoup.
Ben, il y a sûrement quelqu'un qui peut, pas Edify, mais il y a quelqu'un qui a reconnu, c'était quoi mon screenshot, là? C'est dans quoi ça? Mon screenshot de mon tableau, là. C'est ça, c'est dans Jira. Ça sert à quoi? C'est pour inspecter des, je sais jamais comment le dire en français, des tank floors, là, des planchers de tank, des planchers de citerne. Comme il y a chez Valero, par exemple, là. Donc, ils vident la citerne. Ils passent avec ça pour, sur toutes les... tu sais, dans le fond, c'est fait d'espèces de plaques qui sont soudées ensemble. Fait qu'ils font une plaque après l'autre. Vous pourrez le regarder après. Puis le moteur, il marche pas, Philippe. Je t'ai vu. Il me semble que tu le poussais en rentrant. Ouais. Ouais, si vous voulez le regarder puis aller jouer avec un petit peu après sous la supervision de Philippe, il n'y a pas de gêne, là. Mais concrètement, c'est ça, c'est que tu scannes des planchers de bateaux, puis tu vois après ça sur ton écran les endroits, les endroits où il y a de la perte de matériel, ils apparaissent de différentes couleurs. Puis ça te permet d'évaluer si tu as des patchs à faire, du remplacement, puis ainsi de suite. Excuse-moi, fait que là, c'est quoi l'outil? Donc, c'est Jira, c'est des boards Jira standards. On a un Jira on-prem au bureau. Ça, c'est ça. Puis ton autre question, tu en avais trois, c'était? Documentation. Tu sais, le fait qu'on a un niveau 2, ce qui est bien, c'est que ça... On n'a pas besoin d'être trop prescriptif sur comment les gens travaillent au niveau 1, mais normalement, ce qu'on fait, c'est que dans Jira, on a des projets feature qu'on appelle. Donc, un coup que quelque chose a été documenté, spéqué assez pour qu'on commence à travailler dessus, généralement, c'est les QA qui font ça. Ils maintiennent un feature project où ils gardent cette documentation-là sur la feature qui a été développée. Puis, c'est tout dans notre feature project Jira. Puis sinon, après ça, d'un point de vue code, on essaie tout le temps de... je ne sais pas si la question était point de vue code. Là. Moi, je suis assez clean code, là, fait que je ne suis pas un gros fan de documentation de code. Je trouve des fois, c'est pas bon signe si tu as besoin de surdocumenter. Puis sinon, après ça, on essaie toujours de mettre la documentation de la chose le plus proche possible de la chose en question. Donc, la doc du code est proche du code, puis c'est un peu ça. Très bonne question. En fait, on a... c'est un sujet de discussion entre mon boss et moi, ça. Mon boss, il n'aime pas ça quand on a un certain projet qu'on me dit qui est prioritaire, puis que je mets tout le monde dessus en même temps, puis qu'il ne reste pas beaucoup de monde en bas. Puis je le fais quand même, mais j'essaie de mettre un peu d'eau dans mon vin parce que je me dis, si c'est prioritaire, faisons-le le plus vite possible, puis finissons-le le plus vite possible. Mais en fait, puis là, je ne suis pas sûr que je réponds tant que ça à ta question, mais concrètement, la limite de WIP, ça, on l'a surtout créé puis mis en place pour régler le problème dont je parlais initialement, qui était l'évolution des versions logicielles post-projet, mettons, OK? Donc, on a un paquet de produits logiciels, on veut juste les évoluer, là, puis on ne veut pas se barrer les pieds dans des versions. Donc, notre WIP, donc, on a une lane pour l'évolution des produits en général, puis c'est là qu'on a notre limite de WIP est là. En fait, puis notre limite en point est dans le pipeline, elle n'est pas dans ce qu'on est en train de faire. Là, en train de faire, on n'a pas un gros problème de ça, fait que je ne m'en occupe pas beaucoup, honnêtement, de la limite de WIP. Là. Comme tu as vu tantôt, ma colonne était rouge, puis ça, c'est la vraie vie. J'ai une limite de 12, puis j'ai mis 13. C'est un peu arbitraire, là, puis on joue un peu avec, mais on n'a pas de problème de WIP tant que ça, parce qu'on est très rigoureux sur on commence à rien d'autre tant qu'on peut aider. Donc, je ne m'en occupe pas beaucoup de cette limite-là. Je m'occupe beaucoup de la limite de ce qu'on a dans le pipeline de la maintenance, parce que c'est là qu'on avait un gros problème de les gens se font lobbyer puis ils se font pousser des affaires. Puis, tu sais, ce que j'expliquais tantôt quand j'ai montré le mail de NFT, là, ben ça m'aide beaucoup avec ce problème-là. Mais j'ai pas beaucoup le problème de... c'est ça. Fait que donc, on a des lanes. J'ai des limites de WIP de ce qu'on a dans le pipeline pour les évolutions de logiciels. Côté projet, ça n'a pas tant
d'utilité pour nous autres. On est très rigoureux sur on ne commence pas d'autres choses tant qu'on n'a pas fini quelque chose. Puis les gens commencent à comprendre puis à le faire. Puis c'est pas juste... Des fois, c'est les devs là, qui ont envie de commencer d'autres choses. C'est tout le temps plus le fun de faire du nouveau stock que finir les petits bouts plates qui restent, là. Puis des fois aussi, on a des pratiques pour s'aider avec ça. Donc, mettons qu'on a une initiative dans un certain projet qui est arriver à faire une démo de certains workflows. Puis là, ben, on se prend 3 fois. La première fois, ah ouais, mais là, il reste un bug de ci puis ça. Corriger le bug, on sort setup un autre démo. On corrige d'autres bugs. Là, il y a d'autres choses qui accrochent. La démo ne marche pas. On sort setup un autre bug. Puis la patente, elle reste encore là. Elle est à InDev, puis elle reste là. Puis je ne veux pas qu'on lâche le morceau tant qu'on ne l'a pas fini. Puis, si on a besoin de mettre plus de monde sur le bug, faisons-le. Mais je veux que ça traverse, puis on met une pression là. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on le gère, là. Je ne sais pas si ça... Oui. Oui. Ben, c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse magique, là. Puis, tu sais, justement, moi aussi, je mets de l'eau dans mon vin un peu avec OK, si le projet est prioritaire, je mets tout le monde dessus. Parce que ce que j'aime avec ça, c'est que ça illustre bien la capacité de l'équipe. Parce que si tu commences à mettre un petit peu de monde partout, à se saupoudrer, là, tout avance lentement. Mais il faut quand même trouver un juste milieu. Fait que j'ai un petit peu expérimenté avec ça. Donc, par exemple, on me donne, tu sais, j'ai la lane d'un certain projet hyper prioritaire. Puis en bas, j'ai la lane des évolutions produits. Puis à un moment donné, puis j'ai un budget qui m'est attribué. Ça fait que les lanes aussi ont des budgets annuels des fois, là. Puis on joue un petit peu avec ça. Puis il faut comme trouver le juste milieu. Mais fondamentalement, le concept demeure le même. Mais oui, ça, on peut jouer avec les lanes un peu. Mais il faut faire attention aussi pour pas, comme tu le dis, il ne faut pas juste surprioriser tout le temps les projets puis pas maintenir nos produits. Mais justement, j'ai joué un petit peu avec ça récemment pour illustrer que des fois, peut-être que tu montres, hey, on a peut-être trop de projets, on manque peut-être de monde, je vais vous le montrer un peu. C'est un petit peu ça aussi mon approche de surstaffer certaines affaires. Là. Mais bref, c'est un. C'est ça. Effectivement. Ah, tu parles de mes initiatives, en fait, j'ai oublié de définir. Là. Mes boîtes, c'est des initiatives. Je ne voulais pas utiliser le mot épique parce que ou projet, je ne voulais pas mélanger le niveau 1 et le niveau 2. Les initiatives, oui, ça arrive qu'ils reviennent. Pas beaucoup, honnêtement. Là,